Aujourd'hui, c'est la fête du travail, on est le 1er mai. On va donc parler de ce que ça fait de travailler, enfin, de ce que ça fait de lire et de ce que ça fait d'écrire quand on est très fatigué. Maintenant, je suis officiellement en 6e année de thèse et en vrai en 5e année de travail, fin de la 5e année de travail. Et ma thèse a été rédigée cet été. Bah, c'est bien et en ce moment je la réécris. Je la réécris tout le temps. Et je suis en train de finir l'avant-dernière partie. Ça va finir. Et maintenant donc j'ai retrouvé comment dire, ma chambre obscure. Parce qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier, puis je n'avais pas ma caméra. Et qu'on est dans la chambre claire. Je crois que c'est pas forcément intéressant de se poser cette question de c'est quoi lire et écrire quand on n'y arrive plus. Alors ouais, je vais bien, j'ai le moral, hein. C'est pas de ça, c'est pas de dépression dont je voudrais parler. Et, mais c'est quoi continuer quand on n'en a plus envie, et encore l'envie je l'ai, mais c'est quoi le faire ces choses-là, quel qu'en soit l'état. L'état physique et ou mental dans lequel on peut être. Alors un peu de précision peut-être, et ça répondra à des questions qui m'ont été posées en commentaire ou qui me sont posées dans la vie. Moi, je viens... Enfin, j'ai un cursus, on va dire, plutôt diligent. J'ai beaucoup travaillé. Déjà au collège, je refaisais mes programmes l'été, où j'allais plus loin. Au lycée, j'ai vraiment travaillé mes histoires littéraires. J'étais dans une section franco-allemande et en bac S en même temps, donc une section bilingue. Double bac. J'ai été en prépa en Cagne, 2 ans à Bordeaux, j'ai cubé, donc j'ai redoublé à Périgueux. Comme j'avais été sous A, j'ai voulu, enfin, pour plein de raisons très compliquées, et peut-être très simples, j'ai passé 2 licences en cubant, en redoublant ma prépa, lettres modernes allemand. Je suis arrivée à la fac pour faire 2 Master 1. J'ai commencé à passer la grègue, à faire un Master 2 de lettres en même temps, finir mon Master 2 de lettres l'année d'après et faire mon Master 2 d'allemand en même temps. Petit séjour de recherche en Allemagne. Et ensuite 3 années d'agrég, parce que je n'ai pas eu... je suis pas une bête à concours. Et... on n'est pas des bêtes. J'ai fini par être agrégée en 2014. C'était un soulagement. J'avais déjà obtenu mon contrat doctoral, c'est ce qui explique le décalage entre mes années administratives et mes années de travail, c'est que j'ai dû m'inscrire pour garder mon contrat, alors que je passais encore l'agrégation. Ça n'a pas été un vol, hein. L'agrégation, c'est important pour la suite. Et en plus, j'ai eu très très peu de mois de salaire sur les moments où je passais l'agrég. Voilà, c'est ce qui explique ce décalage administratif. Et en fait, je me rappelle du jour où j'ai eu l'agrégation. J'avais assisté à toutes les proclamations des résultats. Pour une fois, il y avait mon nom, donc c'était... Et voilà, j'ai pris un jour ou 2 et j'ai commencé la thèse. Alors déjà, pour la thèse, j'avais fait un projet de thèse, commencé à bouquiner des trucs, des machins. Donc il y avait déjà eu du boulot en amont, même si j'ai changé de sujet de thèse entre ce que j'avais prévu quand j'étais en master et ce que je fais actuellement, changer de ville de siècle, de directrice, enfin voilà. Et ce n'est jamais, jamais un regret. Mais j'ai commencé en rentrant à lire et sur mon sujet de thèse et les œuvres complètes d'Ernest Renan. Voilà. Et en fait, quand je mets tout bout à bout, je crois que j'ai pas eu une semaine d'affilée de vacances depuis 15 ans. Je suis un peu fatiguée. Et là, j'ai une chance immense dans ma thèse, c'est que je suis vraiment inscrite dans des projets collectifs, plusieurs projets collectifs. Et que je peux voir aussi dans mon équipe pédagogique comment la thèse, comment le travail, c'est un travail d'équipe. C'est toujours un travail d'équipe, mais ça ne l'est pas seulement par le texte ou parce qu'on a des potes ou des choses comme ça. Là, je veux dire, j'ai vraiment cette occasion de travailler en collectif. Oh là là. Oh là là. Et
Mais là, maintenant, 5 ans, je réécris, et donc c'est compliqué de réécrire parce que, bon, de l'orgueil, j'en ai plus beaucoup avec tout ça, mais il faut quand même réussir à se reprendre soi, et puis soi-même lu par une autre, directrice. C'est pas toujours facile de comprendre comment changer le texte. Ça va. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur la thèse et le texte, sur les critiques. Mais cette année a vraiment été difficile au niveau du rythme et de ma vie, on va dire, professionnelle et personnelle. Pas de détails. Si on se connaît, vous le savez, ou vous le saurez. Sinon, c'est que vous n'allez pas le savoir. Mais voilà, les choses ont fait que j'ai fait un burn-out à la mi-décembre. Ce qui n'est pas une dépression nerveuse, parce que j'ai pas été suicidaire, ce genre de choses, du tout. J'ai très peu de pensées noires. Mais ce qui m'interroge plus, c'est que c'est, je sais pas, mon 5 ou mon 6e. Et ça amène des choses quand même très particulières dans le travail. Dans le travail et dans le rapport à l'écriture, cette fatigue. Parce que c'est vraiment une très grande fatigue. Alors très concrètement, le burn-out, il se manifeste, en tout cas pour moi, par une sensation d'effondrement sur le moment. Catastrophe. Et conséquence immédiate, j'ai plus de tension. Donc je sais que j'ai pu tomber en dessous du 8 la première fois que j'en ai fait un, puisque j'arrivais plus à marcher, ou à tenir debout. Là, c'est pas le cas. Ça a été super dur dans les jours qui ont suivi, où là, je tenais vraiment pas bien debout. Mais le moral était bon. Hein. Juste que j'avais l'impression d'avoir 95 ans. Et après, donc, les chutes de tension, bah, c'est vraiment une fatigue perpétuelle, un émoussement, et en même temps une hypersensibilité. C'est-à-dire, et ça, c'est vraiment des effets de la fatigue, que je vais être hyper réceptive à tout, donc hyper émotive, et en même temps, tout m'a l'air d'être filtré comme dans du coton. Et avec des choses très matériellement. Quand je mange, je fais des chutes de tension, donc quand je fais un repas un peu conséquent, donc en général le soir, dans mon petit rythme, dans les moments où je me sens faible, enfin, ça va être un des signes de cette faiblesse, je vais avoir des vertiges ou cette sensation cotonneuse pendant 1 heure ou 2. Voilà. Alors là, c'est des moments où je ne passe pas du tout. Voilà. Et puis il faut être capable d'arrêter de travailler. Dans les faits, j'ai eu beaucoup trop de travail à faire au premier semestre, j'ai délégué tout ce que j'ai pu, j'ai écarté tout ce que j'ai pu, mais bon, il y a toujours des problèmes qu'on ne peut pas gérer, et là, il y en avait trop. C'est assez simple. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on travaille là-dessus? Alors, non pas la psychologie ou des choses comme ça, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint ce degré de saturation? Et c'est vraiment cette saturation qui va être aussi très douce. Très douce et parfois très tendre. Bon, ça, c'est aussi lié au type de problème que j'ai pu avoir. Mais qu'est-ce que ça amène de travailler avec ces états seconds de la fatigue, et de la grande fatigue, et de savoir qu'il faut y aller. Alors, je suis dans un cas très particulier parce que je n'ai pas de date de fin de thèse pour le moment. Ça va arriver vite. Mais en fait, je suis pour le moment dans un état de thèse, hein, dans lequel j'avance, mais sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça, je crois que c'est pas spécifique du tout à la thèse, ce rapport à l'écriture comme ça, où on sent qu'on n'est pas loin, on sent qu'il reste encore beaucoup de travail, mais on est dans le brouillard. Et ce brouillard, il est assez multidimensionnel en fait. Alors concrètement, ça va amener des choses très très différentes. Ça peut amener quelque chose d'intellectuellement aussi très précieux. C'est-à-dire que cette hypersensibilité, cette capacité à recevoir, elle m'a permis en fait de faire naître des idées. De saisir avec plus d'acuité, parce que j'étais comme une loupe, des nuances de la pensée que je n'avais pas. Ou de les travailler différemment et de les ressentir en fait, de ressentir des idées, de passer à un contact quasi physique avec la théorie. Bon, parce que ma thèse est très théorique et que je suis quelqu'un d'assez théorique. Je pense que ça se voit. Enfin,
quand on regarde ma chaîne. Mais ça, c'était très précieux, c'est un truc que je peux avoir assez souvent. Et en fait, c'est quelque chose qui est né du premier burn-out. Quand j'étais et en master et en agrég, et aussi avec des problèmes personnels à cette époque. Non pas que ma vie soit tissée de problèmes, c'est juste qu'il y a des moments, les choses se nouent, ils se renversent et se basculent. Et épistémologiquement, ça avait été un phénomène absolument majeur. Ça a été une étape fondamentale de mon intellect. Non pas qu'il faille chercher le burn-out, c'est mieux de ne pas l'avoir, mais que ça m'a forcé à changer de façon de procéder. Et maintenant, dans mon travail, je suis beaucoup plus capable, même si ce que je viens de dire ne va peut-être pas vous convaincre, mais de lâcher prise, comme on dit, c'est-à-dire, voilà, depuis plusieurs années maintenant, et les choses sont de plus en plus tranchées à ce niveau-là, quand je sors, je sors. Et je ne pense pas à ma thèse. Ou très peu, ou à une idée, mais je n'en sens pas le poids, en fait, ou le fardeau. Et quand je suis chez moi, et que je me mets à bosser, eh bien quand je bosse, je bosse. Alors ce qu'il y a à changer, c'est le rythme de travail, parce que ça faisait quand même des années que je travaillais peut-être pas au moment où je me levais, parce que j'ai eu des réveils difficiles, enfin difficiles, longs, et où en général je commence par me faire une revue de presse de ce qui se passe de pas mal de façons, même si je suis de plus en plus déçue par l'actualité, et par ce qui s'écrit dessus. Mais donc là, voilà, j'arrivais doucement comme ça au travail, souvent après un coup de fil, un ou une proche. Ouais, j'aime bien comme ça. Et après, du moment où je travaille, post-déjeuner, éventuellement post-grignote, un petit moment pour boire un café ou une tisane, parce que pas trop d'excitant pour moi, dans la journée. Et je travaillais jusqu'au moment où j'allais me coucher. Donc en général 1h du matin. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est moins le cas, parce que déjà maintenant, je me réserve un temps de lecture personnel avant de dormir, obligatoirement. Je ne travaille plus que très peu dans le métro, ou le RER. Et ces temps-ci, je me donne à peu près 1 heure d'écriture et ou de dessin par jour. Et ça, je sais que j'en ai besoin. Et de toute façon, je vois que quand je peux pas, je peux pas. Mais ça, ça a toujours été le cas. Quand je peux pas, je laisse tomber. J'accepte. Et de cela, tout en m'organisant pour savoir, ok, ce grand problème qui va amener peut-être un sentiment d'imposture ou de l'angoisse, ou comment puis-je réussir à affronter ce, cette question de l'écriture ou de la lecture parfois, eh ben j'en fais des petits problèmes. Voilà, je découpe. Alors on va prendre ça, en thèse finalement c'est notre boulot, hein. On va commencer par faire une bibliographie, puis on va lire, et puis on va lire les fondamentaux, puis les autres. Moi j'aime bien quand il y a une question théorique, commencer par écrire ce que j'en pense. Puis souvent dans le même document, faire mes fiches de lecture, et puis reprendre ce que j'en pense, et ensuite bam, je fais des synthèses et des développements, je fais ça pour la métaphore, pour plein d'autres choses. Comme ça, je sais quand même quel était mon parcours, et donc quelle est ma pensée propre pour pas me laisser complètement attraper à ça. Et ça, c'est important, je crois. Enfin, en tout cas, c'est important dans mon propre parcours intellectuel et universitaire. Et peut-être le reste. Mais il y a ça. Et puis, il y a ces moments où c'est pas que c'est pas possible, c'est pas que c'est facile, c'est que il faut s'arracher, quoi. Il faut s'arracher, il faut arriver à se détacher de cette espèce de boue de la fatigue, ou du manque d'envie, ou de l'angoisse. Ça peut avoir plein de noms. Chez moi, ça s'appelle fatigue. Et c'est surtout de la fatigue. Je n'ai pas tellement d'angoisse sur ma thèse. J'en ai eu, hein. Mais elles ont disparu. Enfin, elles ont disparu. Elles sont... Le travail, hein. Il n'y a que le travail qui permet de dépasser ça. Mais, et ça, c'est vraiment des moments où, eh ben, parfois, on va, je sais pas, écrire une scène qui ne nous plaît pas. Se dire qu'il faut qu'on lise un livre, qui est chiant. Ou, encore, qu'il y a cette synthèse qu'il faut faire, alors que c'est pas intéressant. Et on est dans quel état quand on fait ça? C'est pas forcément un état de fatigue. La fatigue peut amener alors à voir un peu tout comme ça, et là on peut aller vers la dépression. Bon, dans mon cas, j'ai la fatigue très heureuse, hein. Je veux dire, ce que je fais m'intéresse énormément, mais c'est peut être difficile de relancer la machine tous les jours. Voilà. Ça carotte. Et ça dépend, et puis ça va être bon 3 jours, et puis paf, le 4e, il faut vraiment que je dorme. J'attends pas le 7e, moi je suis pas Dieu. Le...
Et ça, ce moment-là où on travaille, alors que c'est pas facile, mais il faut quand même le faire. Et puis, c'est pas ça qu'on a envie de faire, c'est pas ce qui nous fait vraiment vibrer, mais il y en a besoin pour faire le reste. Parce qu'il faut tisser. Et c'est un ensemble. Voilà. Même si on va écrire de façon fragmentaire ou plein de façons différentes, eh ben, on peut quand même avoir cette pensée de la structure. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de choses très ingrates dans ce qui nous plaît. C'est mon côté janséniste. Et dans quel état on est quand on est cette lectrice fatiguée et qu'on va quand même continuer? Alors il y a des petits trucs qui permettent de passer outre, on se pose des questions. Pourquoi lire ça? Franchement, quand ça sert à rien, s'il faut juste l'avoir lu pour savoir, on le fait en diagonale. Et puis on repère, et puis on va chercher une recension sur le net, et comme ça on gagne du temps, surtout pour l'universitaire. Et ça, il faut aussi, parfois on n'arrive plus à le comprendre. La recension là aussi, hop, on passe par ailleurs. Indirect, on revient, indirect, on revient. Toutes ces petites stratégies qui se mettent en place pour revenir voir les choses de face, dans leur éblouissement absolu. Ça, c'est pas facile à mettre en place, c'est un ensemble de petites stratégies. Je peux pas envie de dire des trucs, mais il y a un peu de ça. Et c'est vraiment une lutte contre soi-même, de se dire, ok, mais il faut le faire, il faut y aller, même si c'est pénible. Finalement, c'est souvent beaucoup moins pénible quand on y va que quand on attend de le faire. Ça, c'est ce qu'on dit aux enfants, mais ça marche pour les adultes. Ah là là, si tu râlais pas comme ça serait déjà fini. Ben ouais, très souvent. Et c'est ce qui permet, je crois, bien souvent d'aller de l'avant, et même si ça marche pas oui, super bien sur le moment. Et puis il y a la joie qu'on peut avoir quand on essaie d'imaginer l'état final de la chose. Dans le cas présent, la thèse. Non, j'ai pas envie de faire l'index. Bien sûr que non. Mais je vais le faire. Enfin, ça sera une plus belle thèse avec un index. Et je tirerai plus de plaisir à m'imaginer cette thèse indexée et à la voir finalisée que de déplaisir à faire réellement l'index. Et puis après, on peut se répartir les travaux, les tâches, selon notre énergie, et gérer en fait notre énergie et notre motivation en fonction de notre état. C'est-à-dire, la bibliographie, bon, j'ai jamais envie de faire de la bibliographie, mais je le fais surtout quand je suis fatiguée ou que j'arrive plus à me concentrer, je mets en ordre les petites références et j'en rajoute, et puis il va falloir défaire tout ça là pour les rentrer parce que j'ai pas été rigoureuse. C'est ma faute, j'aurais dû l'être. Et ensuite reprendre les choses comme ça, les unes après les autres, parce que il y a de la joie dans ce qui va être fait comme ça. Et ouais, on est fatigué quand on est en thèse, on est souvent fatigué parce que on a des rythmes difficiles, parce qu'on est en train d'apprendre et pas seulement de créer ou de produire, et ça c'est vraiment une étape qui est très très fatigante en fait. Le fait que ce soit un apprentissage et pas juste un truc qui est déjà mis en place. Mais je crois qu'on peut aussi se concentrer sur ce plaisir du progrès, de la chose en cours, sans forcément se contraindre à la finalisation, parce que toutes les thèses ne sont pas finies. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on n'a rien appris. Et ce qu'on apprend, ce n'est pas que de la formation, j'ai clairement pas de compétences. Mais je crois que c'est un rapport au texte, à son texte et à soi-même. Et que la fatigue, finalement, ça va être plus cotonneux, mais ça permet aussi, parce qu'on est soi-même plus cotonneux, de se voir de face. Avec peut-être pas mal de choses qui sautent. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.